bonjour à tous. Après cette petite pause, je vous propose de reprendre le déroulé de la journée. On a une première séquence pour cette deuxième partie d'après-midi autour des structures dédiées à la prise en charge somatique des personnes autistes et notamment la présentation de la plateforme HandiConsult par le docteur Perrine Charles. Merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous. Et donc, je vais vous présenter donc, le dispositif de soins HandiConsult qui fait partie d'un des dispositifs de soins, parce que vous allez voir, il y en a plusieurs. Alors, en fait, moi, je suis neurologue de formation et je travaille au département de génétique à la Salpêtrière, où je ne m'occupe que de patients avec des troubles du neurodéveloppement d'origine génétique, donc des patients adultes avec troubles du neurodéveloppement. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais monté il y a une vingtaine d'années maintenant une consultation déficience intellectuelle de l'adulte, un peu vu l'avènement des nouvelles techniques de séquençage à haut débit, l'idée c'était de pouvoir réévaluer ces patients sur le plan diagnostique, puisque, comme vous savez, on a fait beaucoup de progrès sur le plan génétique, sur le plan diagnostique, avec maintenant, on peut faire du génome en routine, juste à partir d'une simple prise de sang. Et donc, il y avait beaucoup de demandes, en fait, de familles avec des patients adultes qui n'avaient pas de diagnostic chez leur jeunes adultes qui présentaient une déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique, une épilepsie, enfin un trouble du neurodéveloppement. Et donc l'idée de cette consultation, c'est de pouvoir les réévaluer à l'âge adulte, de faire un suivi bien sûr pour voir un peu l'évolution de ces syndromes génétiques rares à l'âge adulte. Et donc voilà, nous on s'occupe du diagnostic génétique, du suivi, du conseil génétique des apparentés, du diagnostic prénatal, enfin voilà. Et moi qui suis ces adultes, je me heurtais en fait finalement à leur prise en charge somatique, c'est-à-dire moi je suis neurologue de formation, donc l'épilepsie, le syndrome extrapyramidal, le syndrome cérébelleux, prescrire de la kiné, tout ça je sais faire. En revanche, s'ils ont des gros troubles du comportement parce qu'ils ont mal aux dents ou ils ont un problème de constipation chronique, ça je savais pas faire, donc j'avais un peu un réseau dans l'hôpital pour adresser mes patients. Et finalement, on s'est dit que ce serait bien de pouvoir créer des dispositifs dédiés pour ces patients. Alors, il y a un historique, puisqu'on sait que chez ces patients, donc les patients, par exemple, que Cora Cravero vous a décrit, tous ces patients avec déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique, leur prise en charge somatique courante, juste le suivi gynécologique des jeunes filles, le suivi dentaire, est très compliqué en raison de plein de facteurs. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler là au cours de cette journée. Bien sûr, un patient avec une déficience intellectuelle, des troubles du comportement, qui n'a pas de langage, qui ne comprend pas tous les messages de prévention, ça va être très difficile. Donc, il y a des facteurs individuels aux patients qui font que leur prise en charge est compliquée, et puis aussi des facteurs dans l'environnement, puisque finalement, voilà, on n'est pas très bien organisé, on n'est pas très bien coordonné pour favoriser l'accès aux soins de ces patients, parce que souvent, on manque de temps, on ne connaît pas très bien toutes ces pathologies rares. Quelquefois, nous, on va suivre un syndrome génétique qui va concerner 20 patients en France, et puis souvent, on n'accorde pas une place suffisante à l'entourage du patient, qui souvent a une expertise propre de la pathologie de leur jeune adulte, puisque c'est justement une pathologie rare. Et il y a plein de rapports, je vous en ai mis quelques-uns, mais depuis 2008, qui montrent vraiment la difficulté d'accès aux soins de ces personnes. Alors qu'on sait, il y a aussi beaucoup de littérature là-dessus, que de faire des bilans systématiques de santé comme tout à chacun, chez des patients avec déficience intellectuelle, troubles du spectre autistique, de leur faire des bilans de santé systématiques annuels. Il y a une littérature outre-Atlantique ou en Grande-Bretagne. On permet de dépister chez ces patients chez 50 à 94% des patients dans une des publications, des pathologies qui n'étaient pas connues, avec souvent plusieurs pathologies par patient, parce que quelquefois on trouve 2 à 5 pathologies par patient, et avec des actions thérapeutiques directes, dépistage d'un cancer, dépistage d'un trouble du rythme qui va conduire à la pose d'un pacemaker, dépistage d'un trouble neurosensoriel, mise à jour du carnet de vaccination, etc. Donc vraiment, il faut qu'on puisse se coordonner, être mieux formés pour prendre en charge les patients en situation de handicap sur le plan somatique. Et c'est vraiment un enjeu de santé publique. On sait, alors je pense que Cora vous en a déjà un petit peu parlé, mais chez un patient donc déficient intellectuel avec des troubles du spectre autistique, souvent l'expression de la douleur va être différente. Il va avoir un abcès dentaire ou je sais pas, une grosse constipation, et souvent ça va se révéler par des troubles du comportement. Et quand on a des troubles du comportement chez ces patients, il faut, dans une approche multidimensionnelle, pluridisciplinaire, essayer de chercher une cause, soit dans l'environnement, soit une cause somatique. Et il y avait eu, par exemple, je vous ai mis juste une étude de l'ANSM
l'ANSM en 2018 qui avait montré, je ne sais pas si on voit très bien, mais que finalement, c'était dans des établissements socio-médico-sociaux, ils avaient demandé chez des patients donc, avec des troubles du spectre autistique, une déficience intellectuelle, enfin des patients avec troubles du neurodéveloppement, qui avaient des problèmes de comportement, soit un peu aigus, soit un fond de troubles du comportement, mais tout à coup exacerbé. Voilà, quelles étaient les causes? Et finalement, dans énormément de cas, il y avait une cause finalement somatique, comme vous pouvez voir, hein, une affection dermatologique, neurologique, ORL, respiratoire, gastro-intestinale, endocrinienne ou musculo-squelettique. Et c'est vrai que de ne pas faire le diagnostic donc, chez ces patients, hein, souvent le diagnostic il va être fait plus tard, et donc ce retard au diagnostic va entraîner donc, un excès d'hospitalisation en urgence, parce qu'on va arriver par exemple au stade au lieu de prendre une petite carie, au stade d'un abcès dentaire. Donc ça va augmenter la durée d'hospitalisation, ça va être beaucoup plus compliqué à traiter, ça va avoir des conséquences beaucoup plus sévères, entraîner un surcoût des dépenses de santé. Du coup, en termes de santé publique, il faut vraiment que ces patients puissent avoir accès aux soins somatiques de façon accessible. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé, mais deux exemples, là, par exemple. Donc c'était deux exemples de patientes avec un syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, c'est un syndrome neurodéveloppemental qui touche les filles, hein, qui est lié à une anomalie dans le gène MECP2 qui est sur le chromosome X. Et donc c'est létal chez les garçons. Les garçons n'ont qu'un chromosome X puisqu'ils sont XY. Et chez les filles, ça va donner un trouble du neurodéveloppement très sévère avec une déficience intellectuelle. Des petites patientes qui vont régresser, avoir éventuellement une épilepsie, qui vont perdre leur langage, perdre l'utilisation des mains. Et donc, c'était un exemple de trouble du comportement chez une patiente qui avait une quarantaine d'années, qui n'a pas de langage et qui a un syndrome de Rett. Alors, donc, c'est vrai qu'en institution, c'est compliqué. Donc, souvent, on va donner du Doliprane pour voir si ça fait quelque chose. Et puis, finalement, il y avait tellement de troubles du comportement qu'on l'a mis sous neuroleptique, sous Risperdal. Et finalement, en fait, elle avait juste un abcès dentaire et son comportement s'est complètement amélioré et complètement redevenu comme avant, une fois qu'on lui avait traité son abcès dentaire. Une autre petite patiente Rett, hein, qui tout à coup, pareil, elle avait une quarantaine d'années et elle régresse complètement pas du jour au lendemain, mais petit à petit, elle régresse complètement. Donc on se dit, est-ce que c'est l'évolution naturelle de son syndrome? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est dépressive? Et puis finalement, on l'a juste emmenée chez l'ophtalmo et elle avait une cataracte bilatérale très avancée. On l'a opérée de sa cataracte des deux côtés et finalement, elle a complètement récupéré ses acquis. Donc, les problèmes somatiques, hein, dans cette population, il y a une fréquence élevée de pathologies somatiques qui est sous-diagnostiquée et souvent très mal prise en charge. Et il y a plusieurs publications qui ont montré que parmi ces pathologies-là, somatiques plus fréquentes et mal prises en charge, c'était en particulier les pathologies bucco-dentaires, tous les troubles sensoriels, ORL et ophtalmo, le suivi gynécologique, pour les jeunes filles en situation de handicap, que ce soit handicap intellectuel, le trouble du spectre autistique ou handicap moteur, parce que le suivi gynécologique des femmes, par exemple, en fauteuil roulant, est très compliqué. La douleur était souvent très mal prise en charge. Je vous ai mis une publication après qui montre que on a beaucoup moins recours à des antidouleurs chez les patients avec déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique. Alors, il y a certains cancers qui peuvent être en plus fréquents dans certains syndromes génétiques rares, donc il faut le savoir et donc les dépister parce que ça va être beaucoup plus compliqué à traiter, surtout si le diagnostic est retardé. Et puis, il y a souvent des pathologies vasculaires ou des facteurs de risque associés. Il y a des troubles du sommeil très fréquents, une épilepsie qui peut être plus fréquente. Donc chez ces patients, et puis un risque de surpoids, mais je pense qu'il y aura un topo vraiment dédié là-dessus, hein, lié au mode de vie, à la sédentarité de ces patients, au fait qu'il y a une diminution de leur activité physique, lié à certains syndromes génétiques comme le syndrome de Prader-Willi, mais on va vous en parler. Et puis souvent, il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire en dehors du syndrome de Prader-Willi, hein, une alimentation qui n'est pas adaptée, une atteinte motrice associée, et puis des traitements qui vont favoriser le surpoids comme les neuroleptiques ou certains traitements antiépileptiques comme la dépakine. Donc tous ces facteurs de risque associés, il faut aussi pouvoir les suivre, les dépister et les traiter. Alors il y a certaines complications qui peuvent être spécifiques à certains syndromes génétiques. Alors j'en ai mis quelques-unes. Par exemple, dans la trisomie 21, on sait qu'il y a un vieillissement un peu plus précoce et un risque augmenté de démence. Dans la délétion 22q11, il peut y avoir des troubles psychiatriques de type psychotique, il peut y avoir des syndromes extrapyramidaux, des maladies de Parkinson du coup à un âge beaucoup plus jeune. Il y a des cancers plus fréquents dans différents syndromes génétiques comme dans les mutations PTEN. Dans le syndrome de Rett, il y a une ostéoporose très très précoce avant la puberté. Donc il faut dépister et traiter parce que c'est des jeunes filles qui sinon vont se faire des fractures pour des traumatismes minimes.
L'épilepsie est associée à plein de troubles du neurodéveloppement. En fonction des publications, on dit qu'il y a entre 17 et 50% des personnes avec une déficience intellectuelle qui vont développer une épilepsie. Voilà, il y a une hypertension artérielle dans un syndrome génétique qui est le syndrome de Williams, qui est très 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 fréquente. Donc pareil, il faut la dépister et la traiter. Et puis des troubles du sommeil, il y a différents syndromes génétiques avec des troubles du sommeil. Alors comment on sait aussi que dans ces syndromes génétiques, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Parce que finalement, on peut pas connaître tous ces syndromes génétiques rares. Et donc, on est regroupé à un centre de référence maladies rares. Et un des rôles de ces centres de référence maladies rares, c'est de faire ce qu'on appelle des PNDS, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, qui sont en fait la description donc, dans des syndromes génétiques rares. Hein, c'est des référentiels de bonnes pratiques sur ces maladies rares, qui sont donc élaborés par le centre de référence ou de compétences qui connaît cette pathologie, selon une méthodologie qui avait été établie par la Haute Autorité de Santé. Et l'objectif, c'est d'expliquer aux professionnels qui vont être éventuellement concernés par ce syndrome génétique rare comment on fait le diagnostic et quelle est la prise en charge optimale de ces patients, quel est le parcours de soins optimal. Et ça aide vraiment à la prise en charge et au suivi. Et comme ça, vous en avez, là je vous ai mis le PNDS des lésions 22q11, vous avez le PNDS pour le syndrome d'Angelman, le PNDS pour le syndrome de l'X fragile. Enfin, on en a fait comme ça plusieurs. Et il y a toujours une toute petite fiche récapitulative à l'attention du médecin traitant qui permet d'avoir les grandes lignes. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus long avec plusieurs dizaines de pages. Et quand on cherche, je sais pas, une complication ou quelque chose, on se réfère. Hein, ils sont publiés sur le site de l'HAS, c'est en français. Et donc, c'est très accessible. Il y a aussi dans la littérature, hein, par exemple, je vous ai mis juste un article qui est de 2019, qui était The Medical Care of People with Intellectual Disability et qui reprend différents syndromes génétiques. C'est assez bien fait puisqu'ils reprennent en fait par syndrome génétique qu'est-ce qu'il faut surveiller. Par exemple, pour le syndrome de Down, hein, la trisomie 21, il faut surveiller la thyroïde, le cœur, le métabolisme. Enfin, etc. Et donc, pour chaque syndrome génétique, il précise qu'il faut surveiller, quels examens faire et à quelle fréquence. Et juste, je vous ai remis un petit article qui avait été écrit par une équipe suédoise, toujours en 2019, et qui avait repris en fait, des patients atteints de cancer avec ou sans déficience intellectuelle. Et c'était une étude sur les traitements antalgiques chez ces patients qui ont tous un cancer. Et finalement, le papier avait montré que on donnait des antalgiques de niveau bien inférieur aux patients avec déficience intellectuelle, vraisemblablement parce qu'ils se plaignaient moins ou qu'il y avait une expression très différente de la douleur et qui concluait en fait il ne faut pas hésiter à donner les mêmes traitements antalgiques que la population de patients avec cancer sans déficience intellectuelle, puisque finalement la douleur se révèle différemment, mais que du coup que ça pourrait engendrer des troubles du comportement ou d'autres symptômes si on traite insuffisamment la douleur. Donc il y a des enjeux hein, de ces problèmes somatiques, et donc il faut vraiment faciliter l'accès aux soins chez des patients en situation de handicap, aux soins courants, améliorer leurs conditions d'accueil en mettant en place éventuellement des référents de parcours de soins comme ça a pu être fait en Grande-Bretagne, dépister et assurer un suivi régulier des pathologies fréquentes pour le tout à chacun et dans certains syndromes génétiques rares. Bien sûr, en prenant en compte les spécificités des personnes, encourager bien sûr la formation des professionnels, comme on peut faire aujourd'hui, s'appuyer sur des supports rédigés en FALC, par exemple, facile à lire et à comprendre. Et vous allez voir, nous, sur HandiConsult, on utilise pas mal d'outils de ce type. Et puis, bien sûr, recruter du personnel qui est formé au handicap. Voilà. Et puis, des infirmiers, par exemple, référents qui pourront coordonner les soins et pouvoir former sur des actions d'éducation, de prévention, etc. Et donc, on a profité d'un appel à projet de l'ARS. C'était en juin 2019, donc c'était en pleine période, juste avant la période Covid. Donc, on a candidaté pour ouvrir une plateforme HandiConsult à la Salpêtrière. Donc, il y avait un appel à projet en fait pour le 75 pour monter une plateforme de prise en charge somatique sur le 75. Et donc, voilà, je pense qu'il y a eu différents candidats et finalement, c'est notre projet qui a été retenu. Et du fait de la crise Covid, on a pu ouvrir qu'en janvier 2021. Mais ça a permis finalement au personnel qui avait été recruté de se former au handicap, de se former au facile à lire, à comprendre, de faire une formation homéopathe, enfin, donc, du coup, de faire différentes formations, du coup, le temps de cette crise Covid. Et donc, l'idée de cette plateforme, c'est de prendre... Alors, on est un hôpital d'adultes, à la Salpêtrière, donc on ne prend en charge que des adultes en situation de handicap, du département 75, donc
bien sûr, tant qu'il n'y a pas de plateforme HandiConsult dans chaque département, on prend des patients d'autres départements, bien sûr. Mais l'idée de l'ARS, c'est qu'il y ait une plateforme somatique dans chaque département pour que les patients en situation de handicap, qui sont en échec de soins dans le système courant, s'il y a un patient en situation de handicap, mais qui finalement est très bien suivi en ville, il ne va pas venir sur la plateforme. Donc, c'est des patients qui ne peuvent pas être suivis en ville. Et donc, voilà, l'idée de l'ARS, c'est qu'il y ait une plateforme par département, mais bien sûr, tant qu'il n'y en a pas, on prend tous les patients d'Île-de-France et voire de plus loin, si besoin, en sachant que finalement, je ne sais plus si je vous ai mis la diapo, mais il y a 90% des patients qu'on prend sur la plateforme qui sont d'Île-de-France, Paris ou Île-de-France, et il n'y en a que 10% qui sont en dehors de l'Île-de-France. Donc, c'est des patients qui sont soit chez eux, soit en institution, soit en établissements sociaux, médico-sociaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, quand on a ouvert la plateforme, l'ARS nous a donné toute la liste de tous les établissements sociaux et médico-sociaux du 75 pour qu'on puisse conventionner avec eux, pour qu'on puisse s'engager à prendre leurs patients. Donc, c'est une convention tacite. Nous, on s'engage à prendre de leurs patients et l'établissement s'engage à ce qu'il y ait un minimum d'informations cliniques, qu'on sache, je ne sais pas, quel est le mode de communication du patient, s'il communique avec une tablette, avec des pictogrammes, etc. Enfin, et voilà. Et donc, on a conventionné comme ça, alors qu'avec des structures du 75, puisque normalement, on devrait, à plus ou moins long terme ou court terme, ne prendre que les patients du 75. Et donc, on prend des patients avec tout type de handicap. Beaucoup de patients, vous verrez, avec des troubles du neurodéveloppement, troubles du spectre autistique, déficience intellectuelle, des patients 10, non communicants, non coopérants en soins, qui présentent un polyhandicap, un plurihandicap, un handicap moteur, sensoriel, enfin, voilà, tous les patients qui sont en échec de soins dans le système de droit commun ou qui ont un parcours de soins particulièrement complexe, ou pour lesquels l'offre de soins courants somatiques est difficilement mobilisable en raison de différents facteurs individuels ou de l'environnement, comme on a pu voir au début de l'exposé. Et donc, voilà, c'est une offre de soins diagnostiques et préventive. Comme l'ARS avait beaucoup insisté sur les dépistages, les vaccinations. Et donc, mais on peut bien sûr offrir une offre de soins somatiques complète, puisqu'on a tous les services disponibles sur le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Mais l'ARS avait insisté sur ce qui trouvait le plus important pour ces patients, ce qui dans les publications effectivement est très compliqué, les pathologies les plus compliquées à prendre en charge, c'est-à-dire le suivi dentaire, la stomatologie, la gynécologie pour les patientes en situation de handicap moteur en particulier, et la gestion de l'anxiété et de la douleur durant les soins. Et vous allez voir, on a essayé de développer un peu plus que ce que ne voulait l'ARS, avec un accueil unique par du personnel formé à l'accueil des patients en situation de handicap, formé à la douleur, formé aux facilités à lire, à comprendre, à l'utilisation du méopa. Bien sûr, le patient est accompagné par un aidant familial ou un professionnel de son institution, et même pendant la période Covid, bien sûr, on faisait rentrer le patient et ses accompagnants. Et on avait limité au début l'adressage par l'équipe soignante habituelle du patient. Au début, on avait restreint, les patients ne pouvaient pas directement solliciter la plateforme parce qu'on ne savait pas trop quelle allait être la demande. Et donc, du coup, on avait, c'était un professionnel de santé qui adresse le patient sur la plateforme. Et puis, on essaye de réorganiser le parcours de soins en coordination avec le médico-social et les acteurs de la ville pour ne pas être complètement embolisé, puisqu'on n'a pas vocation à suivre les patients. Parce que si on se met à suivre tous les patients encore ça sur la plateforme, on va être complètement embolisé, on ne va pas pouvoir prendre de nouveaux patients. Donc, on essaie de réorganiser le parcours de soins des patients. Ça concerne bien sûr pas du tout la prise en charge diagnostique. Par exemple, la plateforme, c'est pour le suivi somatique. Mais bien sûr, si un patient vient sur la plateforme, alors je ne sais pas, je dis qui a une déficience intellectuelle, une épilepsie, pas de langage et qui n'a pas de diagnostic, bien sûr, il va être réadressé par exemple à la consultation de génétique pour une réévaluation diagnostique, puisque ça va permettre éventuellement de mettre un nom et d'adapter la prise en charge. Mais ça, c'est le rôle des centres de référence maladies rares, mais pas le rôle de la plateforme. Donc, on a une petite plaquette pour nous situer. On est situé à l'Institut EU3M à la Salpêtrière. Donc, on a une petite plaquette pour nous trouver, puis qui résume un peu ce qu'on fait. Donc, c'est accessible, bien sûr, pour les personnes à mobilité réduite. Et il y a une signalétique Falk avec le petit logo HandiConsult. C'est situé dans le service de médecine interne. Et pour le moment, l'hôpital nous a alloué 2 box de consultation qui sont essentiellement soit pour faire de la consulte, soit de l'HDJ. Et il y a un bureau d'accueil de coordination qui est mutualisé pour le personnel. Et donc, il y a un médecin. Donc, on a pu, avec le budget de l'ARS, engager un médecin coordonnateur qui est le docteur Micheline Fa, qui est médecin interniste, donc qui connaît un peu la cardio, la pneumo, un peu toute la médecine. On a une gynécologue à mi-temps,
le docteur Trilesinski, gynécologue médical à mi-temps. Et il y a un des 2 box qui est aménagé avec un fauteuil de gynécologue qui peut s'abaisser et donc se mettre à hauteur d'un fauteuil roulant pour examiner une patiente en situation de handicap moteur. Et puis on a une infirmière, une aide-soignante et puis un mi-temps de secrétariat. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients aujourd'hui, hein? Souvent, on fonctionne on se rend compte que ces patients, ils ont besoin finalement, voilà, un patient autiste qui a des gros troubles du comportement et on ne sait pas très bien quelle est la cause somatique. Du coup, souvent, ils vont venir pour une évaluation un peu somatique complète par le médecin interniste, hein, qui va un peu regarder s'il n'y a pas juste, je sais pas, un panari ou... Voilà, ils vont voir l'odonto. Les odontos passent tous les jours sur la plateforme, enfin 4 jours par semaine. Le gastro, enfin, et comme ça, on va essayer de planifier en fonction de ce que nous a dit le médecin ou le personnel de son établissement ou son médecin traitant. On va essayer de planifier quels vont être soit les examens biologiques, soit les examens d'imagerie, soit les consultations dont le patient va avoir besoin. Et donc on peut faire une évaluation globale, hein, donc par le docteur Fa. Les dentistes donc, passent 4 jours par semaine sur la plateforme. Ils sont très en lien avec Rhapsodif, hein, qui est le réseau de praticiens dentaires qui se sont regroupés en Ile-de-France pour prendre en charge des patients en situation de handicap et qui ont obtenu une revalorisation de leur consultation quand ils prennent des patients en situation de handicap. Donc quand c'est un patient qui finalement pourrait être suivi en ville, ben, on peut éventuellement le réadresser sur Rhapsodif. La gynécologue médicale, donc elle a à mi-temps, donc elle fait des consultations et elle s'est formée à l'échographie, donc maintenant elle peut faire des consultations et de l'échographie. Elle a une forte activité soit pour des patientes en situation de handicap moteur ou pour lesquelles il n'y a pas de cabinet accessible et qui du coup avec le fauteuil gynécologique qui se baisse, ben, du coup viennent faire leur suivi des patientes, je sais pas, qui viennent du service de l'AFM, ou qui ont des paraparésies spastiques ou des scléroses en plaques. Donc il y a tout un recrutement en fait de patientes en situation de handicap moteur et tout un regroupement de jeunes filles avec déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique qui ont par exemple des gros troubles du comportement au moment de leurs règles et qui du coup viennent et pour lesquels par exemple on met en route une contraception, ça permet qu'il n'y ait plus de règles et du coup plus de troubles de comportement à ce moment-là, ou qui ont une épilepsie qui s'aggrave au moment des règles ou en milieu de cycle. Et pareil, le fait de mettre en route un traitement hormonal, ça permet finalement qu'il y ait moins de crises d'épilepsie cataméniales ou en milieu de cycle. Donc c'est un peu je dirais, voilà, le type de patient que voit la gynécologue médicale, mais elle est très sollicitée, elle est très en lien avec un projet Handi-Gynéco. Elle donne des cours aux sages-femmes qui se déplacent dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Il y a des sages-femmes qui sont formées pour aller dans les établissements sociaux et médico-sociaux faire un peu de prévention, vie affective, sexuelle, etc. Et donc, Nathalie Trilesinski participe à leur formation. Et puis, elle est très en lien aussi avec Casavia, qui est le centre d'accueil en santé sexuelle et de lutte contre les violences, hein, puisqu'on sait que malheureusement, souvent, les jeunes filles en situation de handicap peuvent être victimes de violences. Et il y a un dispositif où elles peuvent être vues, rencontrer une psychologue, une sage-femme, déposer plainte avec leur famille si elles le souhaitent. Enfin, il y a tout un dispositif d'accueil qui est sur le groupe. Il y a des consultations de gastro-entérologie avec Jérémy Rézet une fois par semaine, et puis des consultations d'ophtalmo et d'ORL, mais qui n'ont pas lieu sur la plateforme. L'idée, c'était que le patient vienne d'un hôpital de jour et qu'on puisse faire le plus possible sur la plateforme pour que ce soit plus simple, qu'il y ait une unité de lieu. Mais comme on n'a pas de box aménagée pour l'ophtalmo et l'ORL, les patients sont accompagnés en ORL et en ophtalmo, mais avec des créneaux dédiés. Du coup, c'est avec des praticiens identifiés, auxquels on adressait déjà nos patients en situation de handicap et qui, du coup, ont réservé des créneaux pour les patients pour qu'ils n'attendent pas trop dans la salle d'attente, pour qu'ils soient pris directement. Voilà. Donc, c'est des créneaux dédiés pour HandiConsult. Bien sûr, on peut faire des bilans biologiques, on a du méopa, il y a un AcuVeine, c'est une espèce d'appareil pour voir les veines en transparence pour pas trop charcuter le patient. On peut faire une prémédication s'il y a besoin, on peut organiser tous les examens d'imagerie nécessaires. On a par exemple, pendant la crise Covid, fait beaucoup de vaccinations Covid-19, et puis on peut faire différentes consultations paramédicales. On peut également, pour des patients avec des pathologies neurodégénératives très évoluées, alors c'est moins le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des patients avec, je sais pas, une maladie de Huntington, une sclérose latérale amyotrophique, avec une pathologie très évoluée,
et qui nécessite qu'on puisse se poser et discuter et faire une consultation pluridisciplinaire avec l'équipe de soins palliatifs, l'équipe mobile de dénutrition, l'équipe mobile de la douleur, le gastro-entérologue si se pose à ce moment-là la discussion de la mise en place d'un dispositif artificiel d'alimentation, et bien sûr le praticien référent du patient, et ça permet de se voir, avec le patient bien sûr et sa famille, hein, de se poser, de discuter tous ensemble et de prendre une décision. Alors, il y a toute une activité du personnel, en particulier de l'infirmière de coordination de la plateforme en amont de la venue du patient. Il y a un entretien téléphonique, hein. Donc il y a toute une activité qui est difficile à comptabiliser mais qui prend beaucoup de temps, puisqu'en fait avant que le patient vienne, l'infirmière va appeler son établissement pour savoir voilà, elles ont une petite liste de questions, savoir voilà, quel est son mode de déplacement, quel est son mode de communication, qu'est-ce qu'il prend comme traitement, quelles sont ses habitudes, voilà, est-ce qu'il a un pictogramme, est-ce qu'il a une tablette, enfin, pour que ça se passe le mieux. On peut même proposer que le patient vienne sur la plateforme sans faire de soins, donc une visite blanche, et puis qu'il reparte et puis qu'il revienne. Voilà, avec une habituation, hein, on essaye de préparer au mieux pour que ça se passe bien, et puis sur place d'utiliser, voilà, vous allez avoir une présentation de santé BD, donc d'avoir des supports pour expliquer comment va se passer la prise de sang, comment se passe le méopa, etc. Et d'essayer de planifier comme ça les différents temps de la séquence de soins. Alors, on a beaucoup communiqué au début, donc je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, mais on a beaucoup communiqué sur la plateforme. Hein, donc, je pense qu'il faut qu'on le refasse peut-être de façon régulière, peut-être même vis-à-vis des établissements socio-médico-sociaux, puisque souvent il y a des turnovers de personnes ou de directeurs, et du coup pour redire qu'on existe et que bien sûr on est disposé à voir leurs patients. Donc, on avait comme ça pas mal communiqué dès l'ouverture de la plateforme. Alors, on essaye de faire un peu de recherche, hein, aussi. Donc, par exemple, il y a Nathalie Trilesinski participe au projet Handigynéco. Elle est en train de monter un projet d'autoprélèvement HPV, d'autoprélèvement pour les femmes en situation de handicap moteur. Finalement, qu'il y ait soit une infirmière, soit la femme elle-même qui fasse son autoprélèvement et que ne soit référé sur la plateforme que les patientes, finalement, pour lesquelles l'autoprélèvement est positif et qui nécessiterait un frottis. Donc, elle est en train de monter ce projet. J'ai monté un projet qui s'appelle une éducation thérapeutique passion parentalité pour accompagner les patients en situation de handicap qui ont un souhait de devenir parents, pour les accompagner avec différents ateliers pour leur expliquer ce que c'est la parentalité et quand on est soi-même en situation de handicap, ce que ça va représenter d'accueillir un enfant qui peut aussi être en situation de handicap. On a un projet d'habitation aux soins on nous avait prêté une association d'autistes nous avait donné des cases de réalité virtuelle pour essayer de voir si finalement ça facilitait les soins ou non. Donc ça marche pour certains patients, d'autres moins bien. On essaye de former aussi finalement aussi bien les infirmières que les internes, que les externes, à la prise en charge des personnes en situation de handicap, parce que finalement, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de patients qui pourraient être pris en charge en ville, hein, où si chacun était formé en handicap ou même aux urgences, voilà, je pense que le fait d'avoir pris en charge ces patients, finalement, ça, entre guillemets, démystifie ces patients, et finalement, ils pourraient tout à fait, pour certains, pas ceux qui sont vraiment très, très, qui ont des énormes troubles de comportement, mais qui pourraient être pris en charge dans le soin courant, juste en prenant un peu plus de temps, en faisant attention à leur mode de communication. Et du coup, on accueille des internes de gynécologie médicale qui viennent à la consultation de Nathalie Trilesinski et qui, du coup, après, dans leur patientèle, pourront accueillir des patientes en situation de handicap parce qu'elles seront venues, donc elles auront été finalement formées à leur prise en charge. On avait accueilli une infirmière dans le cadre de son master, une infirmière en pratique avancée. Et puis, on aimerait, dans les perspectives, pouvoir accueillir des externes, des étudiants en médecine, et on va essayer de demander un poste d'interne auprès de l'ARS, éventuellement soit un poste d'interne de médecine générale, hein, soit un poste d'interne de médecine interne, soit un poste un peu qui serait mutualisé, pour que finalement, tous ces jeunes futurs médecins puissent finalement prendre ces patients en situation de handicap dans leur patientèle. Et pareil, on souhaite accueillir des infirmiers pour leur stage.
On avait répondu à un appel à projet de la Fondation Perce-Neige qui va nous permettre on va essayer d'analyser un peu. Donc vous allez voir, je vous ai mis le nombre de patients qu'on a vus, qu'est-ce qu'ils ont eu comme type de prise en charge, mais pouvoir peut-être éventuellement établir des recommandations de bonnes pratiques et dire, je ne sais pas, dans tel handicap, il y a cette complication qui est fréquente, enfin pour pouvoir faire des recommandations. Donc d'essayer d'un peu analyser. Là, on a 4 ans de fonctionnement de la plateforme. Et donc, voir un peu est-ce qu'on rend vraiment service finalement aux patients. On aimerait aussi renforcer l'équipe, puisque c'est une toute petite équipe. Donc, la plateforme ferme au mois d'août quand l'équipe est en vacances, par exemple, ou une partie du mois d'août. On aimerait éventuellement avoir des équipements spécifiques ophtalmo et ORL pour pouvoir faire les consultations sur la plateforme, ce qui permettrait d'éviter de déplacer les patients. Il y a un projet IDAN avec Julia Bosco, qui est l'odonto de la Salpé qui s'occupe des patients. Alors, je n'y connais rien, mais c'est un projet d'aller avec des caméras dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, il y a une infirmière ou une aide-soignante qui se déplace, je dis n'importe quoi, qui met du colorant dans la bouche. Si ça vire au rouge, c'est une carie. Si ça vire au vert, c'est du tartre. Du coup, après, elle envoie des photos à l'odontologue qui dit là, celui-là, il faut que je le vois très, très vite. Et l'autre, ça peut attendre, c'est juste un peu de tarte. Et donc, ça permet, pareil, de débrouiller un peu comme font les sages-femmes ou comme le projet autoprélèvement HPV. Donc l'activité, je vous ai mis en 2021, 2022, 2023. Donc en 2021, donc quand on a ouvert, on avait une file active de 219 patients avec 340 prises en charge. En 2022, un peu plus, 368 patients, 440 prises en charge. 2023, 334 patients, 440 prises en charge. Le type de prise en charge, qu'est-ce qui correspond à ces patients? Alors, en bleu, c'est l'hôpital de jour, en orange, c'est la consultation, et en gris, c'est la téléconsultation. Donc, vous voyez que ce qui se prête le mieux, c'est à peu près stable sur les 4 dernières années. C'est vraiment des patients qu'on voit en hôpital de jour. C'est vraiment, souvent, ils viennent, ils voient l'odonto, le gastro, ils ont une évaluation de médecine interne, une prise de sang, la gynéco pour les jeunes filles. Donc, du coup, c'est vraiment l'hôpital de jour qui est le plus adapté. Les consultations, c'est essentiellement les consultations de gynécologie médicale parce que, souvent, il y a beaucoup de demandes de gynécologie médicale seule. Donc, en fait, il y a un des 2 box qui est 1 ou 2 fois par semaine qui est réservé juste pour la consultation de gynécologie médicale. Donc, ce jour-là, on fait qu'une HDJ dans l'autre box. Et puis, il y a des consultations de médecine interne, d'évaluation somatique un peu globale qui permettent finalement d'évaluer les besoins et de programmer l'HDJ après. Et puis, téléconsultation, il y a quelquefois souvent des téléconsultations après pour savoir, je ne sais pas si elle met en route une contraception, voir si ça a été efficace. Je ne sais pas s'il y a eu un bilan biologique. Je vais juste rappeler le patient, savoir le résultat, lui donner le résultat. Et donc, il y a aussi une partie de téléconsultation. Alors, le type de handicap, quels patients finalement sont référés sur la plateforme? Donc, en bleu, c'est la déficience intellectuelle. Alors, dans déficience intellectuelle, j'aurais pu mettre trouble du neurodéveloppement au sens large. Donc, c'est vraiment les patients avec trouble du neurodéveloppement qui n'ont pas accès aux soins somatiques en ville, puisque c'est vraiment la majorité de nos patients. Et puis, la déficience motrice en orange, polyhandicap en jaune, et déficiences sensorielles en gris. Donc c'est un peu variable en fonction des années, mais en tout cas, c'est vraiment les patients en situation de handicap intellectuel, trouble du spectre autistique, trouble du neurodéveloppement, qui ont le plus de difficultés à avoir accès aux soins en ville. Le lieu de vie des patients, c'est un peu moitié-moitié, donc domicile, 53%, 47% en 2022, 57-43% en 2023 et 50-50 en 2024. Donc c'est à peu près moitié des patients qui sont à domicile et moitié en établissement social ou médico-social. Qui adresse les patients? Donc c'est l'AP-HP, beaucoup. Donc on avait beaucoup communiqué au sein de l'AP-HP. Donc effectivement, c'est entre 50 et 60% des patients qui sont adressés par l'AP-HP. C'est à peu près stable sur les 4 dernières années. Un quart, donc en orange, c'est les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, et souvent, quand on prend un patient d'un établissement social ou médico-social, quelquefois, l'équipe nous rappelle en disant on a un deuxième patient, est-ce que vous pouvez le prendre aussi? Et du coup, comme ça, de bouche à oreille, il y a d'autres patients de l'établissement qu'on va prendre en charge. Les professionnels de ville, je dirais que c'est plutôt entre 10 et 15%. Et puis le patient ou son entourage, alors je vous avais dit qu'on avait restreint aux professionnels du soin l'adressage, mais c'est vrai que quand un patient est venu, finalement, quelquefois la famille rappelle en disant est-ce qu'on peut, par exemple, une petite rette chez lesquelles on fait des osteo-densitométries parce qu'elles ont une ostéoporose très sévère, finalement, on va reprogrammer leur venue sur HandiConsult pour recontrôler, je sais pas, l'osteo-densitométrie à 2 ans ou 3 ans en fonction de la sévérité de l'atteinte.
Alors, qu'est-ce qu'on fait le plus comme consultation? C'est la médecine interne et la gynéco. Alors, c'est un peu variable en fonction des années, mais il y a eu un congé maternité de la médecin interniste et après de la gynécologue médicale. Donc, du coup, sans remplacement, malheureusement. Et donc, et après, c'est la médecine bucco-dentaire. Hein, donc, c'est la médecine interne, la gynéco, la médecine bucco-dentaire, la gastro, et puis ophtalmo, ORL, et puis après, différentes demandes plus rares. Alors, on organise aussi pas mal de consultations hors plateforme, mais qui sont quand même organisées par la plateforme. Je ne sais pas si un patient a juste besoin d'une évaluation ophtalmo, ça va être organisé par la plateforme, mais s'il n'a que ça, il va aller directement en ophtalmo. Et donc, il y a toute une activité du personnel de la plateforme qui n'a pas forcément lieu sur la plateforme, où je sais pas, il y a juste un examen radiologique à organiser, ça va être organisé par la plateforme, mais sans forcément passer par la plateforme. Par exemple, il y a des IRM qui vont être faites sous anesthésie générale. Alors, il n'y a pas beaucoup de créneaux, puisqu'on n'a pas de créneaux plus que tous les créneaux de l'hôpital, mais donc, par exemple, les patients vont venir sur la plateforme pour voir l'anesthésiste et avoir le bilan pré-anesthésie. Et donc ça, 2-3 jours avant l'IRM. Et par contre, le jour de l'IRM, ça a été organisé par la plateforme, mais ils vont directement en neuroradio passer leur IRM. Donc, il y a comme ça, toute une activité qu'on a du mal à faire valoriser. Mais tous les entretiens téléphoniques de coordination, ça demande beaucoup de temps. Il y en a beaucoup. Je vous ai mis quelques en 2021-2022. Les soins sous MEOPA, finalement, c'est pas tant que ça. Souvent, ça peut être des soins sous juste prémédication, un peu d'atarax ou autre. Les bilans biologiques sanguins, il y en a un certain nombre par an. Les vaccinations Covid, donc il y en a eu beaucoup pendant la période Covid. Les examens d'imagerie, c'est variable en fonction des années. Je vous ai mis un exemple de 75 examens qui avaient été faits en 2022. Les consultations hors plateforme, donc c'est tout ce qu'on organise, tout ce qui est organisé par l'équipe, mais qui n'a pas lieu directement sur la plateforme. Mais donc, il y en avait 122 en 2023. L'évaluation de la douleur, on a quelques grilles d'évaluation de la douleur spécifiques. Et donc ça, c'était vraiment demandé par l'ARS d'évaluer la douleur. Et donc, c'est évalué de façon presque systématique chez les patients. Il y en a moins que le nombre de patients, parce qu'il y en a qui viennent, par exemple, pour une consultation de gynécologie. Il n'y a pas forcément besoin d'évaluer la douleur. Et puis, il y a toute l'aide aux soins de l'équipe qui va aider la gynécologue pour installer une patiente ou le médecin interniste. Et donc, du coup, ça prend aussi pas mal de temps. En gynécologie médicale, je vous ai mis en exemple par exemple en 2021, où il y avait eu 186 consultations. Donc il y en a à peu près un tiers qui sont des consultations seules, et puis d'autres qui sont dans le cadre d'une HDJ, et puis des consultations à peu près 2 tiers où elle les voit pour la première fois, et puis un tiers qui sont des consultations de suivi. C'est beaucoup de patientes en situation de handicap moteur, la moitié avec une déficience motrice, et puis le reste c'est des patientes avec troubles du neurodéveloppement, et puis des exemples de soins de ce qu'elle a pu faire, des poses ou des retraits d'implants contraceptifs, des dispositifs intra-utérins, des échographies, etc. En stomato, il y a sur 86 consultations, il y a un tiers des patients qui vont être programmés pour des soins sur le groupe par la suite, et puis les autres où finalement ça peut être soit réadressé en ville, soit programmé sur une unité de chirurgie ambulatoire où il y a des créneaux dédiés pour les patients en situation de handicap d'handiconsulte. Il y a une demi-journée par semaine qui est dédiée pour nos patients. Et puis il y a un projet de faire des soins entre les soins ambulatoires et l'anesthésie générale avec une sédation légère, c'est en cours de mise au point par les anesthésistes et les odontaux. On avait donné quelques questionnaires pour savoir si les usagers étaient satisfaits de la plateforme. Et donc, globalement, ils étaient assez satisfaits de l'accueil, du délai de programmation, de l'information sur les documents apportés, de l'accessibilité, sauf sur la signalétique à l'extérieur de l'hôpital, puisqu'elle n'existe toujours pas. Donc, il y a une signalétique très bien faite une fois que vous êtes dans le bâtiment, mais quand vous arrivez de l'extérieur, elle n'est toujours pas faite. Après, sur les délais d'attente, l'identification du personnel, l'appréciation, la prise en compte de la douleur, etc. Donc, ils étaient plutôt satisfaits. Alors, je dis que l'ARS souhaitait qu'il y ait un dispositif HandiConsult dans chaque département. Et donc là, je vous ai mis juste les départements HandiConsult en Ile-de-France. Donc, il y avait un département à Villévrard dans le 93 qui est très ancien, qui existe depuis très longtemps. C'était au sein de l'établissement psychiatrique de Villévrard pour la prise en charge somatique des patients hospitalisés donc en psychiatrie. Mais finalement, ils prennent maintenant d'autres patients, pas que les patients de l'établissement psychiatrique. En même temps que nous a ouvert dans le 94
un dispositif HandiConsult. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes que nous. Dans le 94, je crois que c'est surtout des consultations. Et puis, juste l'année dernière, on a ouvert un centre dans le 15e à Paris, le centre Le Courbe, un centre dans le 95 à l'hôpital Novo et un centre au centre hospitalier de Plaisir dans le 78. Donc, il y a comme ça une espèce de maillage. Et nous, on a des réunions entre HandiConsult pour essayer d'échanger entre nous, donc à peu près une fois par trimestre. On a un groupe régional des HandiConsult où on essaye par exemple, nous, on peut prendre un patient du 95 si sur l'hôpital Novo, il n'y a pas la compétence ou il n'y a pas l'examen, bien sûr, on va le prendre sur la plateforme. En revanche, si nous, on reçoit un patient, je ne sais pas, du 94 et qu'il y a toutes les consultations dont il a besoin sur le dispositif du 94, on va le réadresser. Il y a un maillage national des dispositifs HandiConsult. Il n'est peut-être pas tout à fait à jour, mais voilà, pour essayer que vraiment les patients en situation de handicap puissent avoir un suivi de proximité. Alors ça peut s'appeler HandiSoins, HandiConsult, enfin il y a différentes appellations. Et il y a un congrès national des consultations dédiées handicap, la SOFCO, la Société française des consultations dédiées handicap, avec donc qui existe depuis 2018 et avec tous les ans en fait la réunion de professionnels qui s'occupent de patients en situation de handicap pour leur prise en charge somatique et l'année prochaine la journée aura lieu à Paris. Donc si ça vous intéresse, je peux faire passer le programme de la journée de la SOFCO et puis les différentes interventions. Il y a des critères, j'ai presque fini, de labellisation de plateforme HandiConsult, c'est ma dernière diapo. Voilà, donc pour labelliser entre guillemets un dispositif HandiConsult, voilà, il y a 10 critères qui sont recevoir des personnes en situation de handicap en échec de soins en milieu ordinaire, quel que soit le motif de cet échec et quelle que soit la nature de leur handicap. Proposer un accueil en secteur ambulatoire, consultation ou hospitalisation de jour. Offrir des soins bucco-dentaires et des consultations de soins courants et de la possibilité de faire des bilans somatiques pour des patients dyscommunicants ne pouvant exprimer leurs symptômes. Autrement que par des modifications de comportement ou des troubles de la relation. Sanctuariser ces consultations dans un lieu avec un accueil spécifique sur une plage horaire dédiée. Offrir une temporalité adaptée, c'est-à-dire visite préparée, préparation avec la personne et ou ses aidants, possibilité de visite blanche ou autre processus d'habituation aux soins, temps de consultation ou de soins longs sans attente. Proposer un accompagnement humain aux parents, aux proches et aux praticiens tout au long de l'accueil. Disposer de moyens matériels et techniques adaptés. Encourager l'implication dans les soins des aidants familiaux ou des professionnels avec l'accord du patient, dans une logique inclusive, réorienter vers le milieu ordinaire les patients qui peuvent l'être, et constituer sur le territoire de santé un lieu de ressources, d'information et d'orientation pour l'accès aux soins. Donc, voilà, je pense qu'on coche à peu près tous les critères de la SOFCO. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation sur les structures dédiées aux soins somatiques. Je vais me permettre de vous relayer 2 questions que l'on a à distance. Je crois, sauf erreur de ma part, que vous avez indiqué en début de présentation que c'était des consultations plutôt dédiées aux adultes. Est-ce que vous savez s'il existe des consultations similaires dédiées aux enfants ? Alors oui, c'est dédié aux adultes parce qu'on est un hôpital d'adultes, donc on n'est pas adapté pour recevoir des enfants. Et alors, en fait, quand elles ont des appels pour ces 15 ans et 3 mois, l'âge légal pour aller en hôpital adulte, elles s'adressent à Trousseau. Apparemment, où apparemment c'est bien organisé, la prise en charge somatique des enfants en situation de handicap à Trousseau. Parfait. Il y avait une autre question à distance. Finalement, est-ce que vous auriez des exemples où, pour rendre très pratico-pratique finalement les questions de prise en charge somatique par les équipes de professionnels, par exemple des établissements médico-sociaux ou des professionnels peut-être libéraux. Effectivement, il y avait une demande de pouvoir un petit peu imager pour que les équipes puissent s'approprier tous les dispositifs ou tous les principes d'accompagnement que vous avez présentés forcément dans une séquence un peu courte. Est-ce que vous avez par exemple un exemple très concret qui pourrait être qui permettrait d'imager les enjeux ou les accompagnements que vous avez présentés? Alors c'est difficile parce que c'est vraiment très cas dépendant, donc il n'y a pas vraiment une prise en charge type. Alors après, il y a des choses à surveiller dans différents syndromes génétiques ou des choses comme ça, donc ça j'ai renvoyé éventuellement au PNDS ou quelque chose comme ça. Après,
Voilà, l'étude de la NSM, par exemple, d'un patient avec trouble du neurodéveloppement qui avait des gros troubles du comportement, finalement, vous avez vu, ça peut être, ils avaient retrouvé des causes somatiques un peu variées, donc c'est difficile, en fait. C'est pour ça que l'évaluation somatique un peu globale a tout son sens. Est-ce qu'à distance, enfin en présent par exemple dans la salle, vous avez des questions Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'ai 2 questions en une. La première, très simple, c'est dans l'autre sens. Est-ce que vous avez une limite d'âge pour les consultations? Aucune limite d'âge. Ok. Et la deuxième, c'est par rapport aux aidants et aux proches. Comment et vers qui vous orientez face à la souffrance des aidants, besoin d'accompagnement, d'éducation thérapeutique, de soutien psychologique potentiellement? Est-ce que ça se fait en interne à la Salpêtrière ou en libéral sur des psychiatres ou au CMP éventuellement? Alors, on n'a pas de psychologue malheureusement sur la plateforme. Donc, après, c'est... Alors, nous, on a des groupes éventuellement, mais après, c'est un peu propre à chaque pathologie, je dirais. Et donc, nous, par exemple, en génétique, on peut avoir des groupes de parole d'aidants ou des choses comme ça sur certaines pathologies. Mais vraiment, la plateforme, c'est le suivi somatique du patient. Après, on peut proposer aux aidants de se rapprocher je sais pas, du centre de référence qui suit la pathologie du jeune, dans lequel il y a de ce type d'accompagnement. Donc c'est plutôt en lien du coup par pathologie et oui. par secteur un peu précis. Alors après, oui. Il y avait une autre question. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une question, c'est pour rebondir à la question qui vous a été posée sur le bilan somatique, qu'est-ce qu'on doit faire. On est en train de préparer, donc chez HandiConnect, je vais vous en parler tout à l'heure, avec la Société française des consultations dédiées handicap, une fiche spécifique destinée aux professionnels de santé, mais plus largement aussi aux professionnels des établissements médico-sociaux sur le bilan somatique en médecine générale, comment on peut le faire, comment on peut s'organiser. Quelles sont les principales lignes? Donc on retrouve le dos d'Hugo, là, les 5 pathologies, le top 5 des pathologies, et on insiste aussi sur l'intérêt du bilan systématique de prévention. Voilà, donc la fiche devrait sortir en septembre, en même temps que les actes du dernier congrès de la Sofcode, qui a eu lieu au mois de mai. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions et du coup une présentation à venir. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation.